Ses parents agriculteurs ne parlaient pas français, mais il tiendra tête à Bernard Arnault, le loup de Cachemire. Les moqueries l'ont forcé à quitter l'école dès 16 ans, alors il se vengera et deviendra l'un des Français les plus riches du monde. À la tête de Kering, le patrimoine de sa famille est estimé à plus de 20 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, cet empire vacille. Alors comment un fils de paysan sans diplôme est-il devenu l'un des entrepreneurs les plus brillants de notre époque? Laissez-moi vous conter l'histoire de François Pinault. Pour la suite de cette vidéo, je vais partager le micro avec mon équipe qui m'aide sur les recherches, sur l'écriture, sur l'illustration de cette histoire qui est incroyable. Allez, c'est parti. À première vue, rien ne prédestinait François Pinault à devenir milliardaire. François grandit dans un hameau breton, près de Saint-Malo, à peine 300 habitants, des champs à perte de vue. À la maison, on ne parle pas français, mais le gallo. Son père est agriculteur, il tient aussi une petite scierie. François, lui, se lève tôt pour nourrir les bêtes, couper du trèfle et travailler sur la ferme. Mais à 10 ans, tout change. Il est envoyé en pension à Rennes, un collège religieux très loin de son univers natal. Là-bas, c'est un choc. François parle à peine français, il est mal habillé et ses camarades le lui font payer. Certains se moquent même de sa mère alors qu'elle lui apportait simplement son goûter. Ces humiliations à répétition déterminent François à quitter l'école définitivement. À seulement 16 ans, il retourne à la ferme. Dans sa tête, il y a déjà une certitude. Il devra réussir autrement. Il n'a ni diplôme, ni réseau dans un monde dominé par les élites. Il sait qu'il démarre la vie avec un handicap invisible, mais bien présent. Mais avant de tracer sa route, François est envoyé combattre en Algérie. Pour la première fois, il quitte la Bretagne. Il découvre Paris, Marseille et surtout un autre monde. 30 mois de guerre, 30 mois à observer, écouter et survivre. C'est là qu'il va apprendre une chose essentielle, repérer les hommes solides. Quand je vois quelqu'un aujourd'hui, que je le sens, j'essaie de le renifler, comme on dit, je me dis, celui-là, est-ce que je pourrais traverser la jungle avec lui? Cette capacité à cerner les gens, il ne le sait pas encore, mais elle va devenir l'un de ses plus grands atouts. À son retour en France, un autre choc l'attend. Son père est décédé. François doit reprendre la ferme familiale. À peine un an plus tard, il se marie et cette décision anodine va faire basculer sa vie une fois de plus. Avec l'aide de son beau-père, François peut reprendre une entreprise de négoce de bois. Il l'a rebaptisée Établissement François Pinault. Les débuts sont un combat. Pas de clients, pas de réseau, pas de diplôme. Les fournisseurs sont méfiants, les banques le snobent. Mais François, lui, tient bon. Il se souvient de ce que lui disait son père. Ne jamais baisser les bras. Ses concurrents, eux, le prennent de haut. Tu vas faire faillite, petit, tu n'y connais rien. Mais François Pinault a un avantage insoupçonné sur ses concurrents. Un troisième œil. Il anticipe avec brio les cycles économiques. Juste avant l'effondrement des cours, il décide de rompre ses contrats d'importation de bois. Dès qu'il sent le vent tourner, il remplit agressivement son stock. Son obsession, être dur sur les chiffres et ne jamais accepter l'échec. Et surtout, il a une réputation de travailleur acharné qui ne recule devant rien. Alors les fournisseurs préfèrent traiter avec lui. Chaque matin, François Pinault refait ses comptes. Et il le voit bien. Malgré les critiques, il gagne de l'argent. Alors, comment pourrait-il faire faillite ? Finalement, ce sont les concurrents qui vont tomber. L'argent continue d'affluer de plus en plus, tellement qu'il peut se permettre d'embaucher un pilote et d'acheter un avion. François avait compris que sa ressource la plus importante, c'est le temps. Avec un petit avion, il peut partir de lui-même en Scandinavie pour négocier son bois. Il gagne alors un temps précieux et fidèle à lui-même, il casse les codes en refusant les intermédiaires. Il ne faudra que 10 ans à François Pinault pour bâtir un des meilleurs réseaux de Bretagne en négoce de bois. 1973, la prochaine bascule. Un groupe anglais approche François Pinault pour racheter son entreprise. Pinault ne veut pas vendre. Alors, il décide de proposer un prix inacceptable. Bien trop haut selon lui. 5 fois au-dessus du marché. À sa surprise, les Anglais acceptent. Il vend son entreprise pour 25 millions de francs. François Pinault vient de frapper son premier grand coup. Mais voilà, il n'a plus d'entreprise, juste un gros chèque. Alors, une question se pose. Qu'est-ce qu'un autodidacte sans diplôme va bien pouvoir faire avec autant d'argent? Eh bien la suite, personne ne l'avait vu venir, pas même lui. François Pinault vient de céder les rênes de son entreprise. Il conserve 20% des parts, mais n'a plus de contrôle dessus. Mais au lieu de sécuriser ses gains, il décide de refaire un pari risqué. Il mise 300 000 francs sur un produit hautement spéculatif, le sucre. Très vite, les cours chutent.
n'importe qui aurait paniqué, mais pas lui. Au lieu de se retirer, il remet de l'argent au pot. Il rachète encore plus de sucre. Quelques semaines plus tard, les prix explosent. En un an, il transforme sa mise en 100 millions de francs, 4 fois plus que la vente de son négoce de bois. Ce même négoce qui, sans lui, se porte très mal. À peine 2 ans après la vente, le groupe anglais derrière le rachat est au bord du dépôt de bilan. Pinault, qui détient encore 20% des parts, refuse la liquidation. Alors, il propose de racheter les 80% restants. Mais, cette fois-ci, pour seulement 10 millions de francs. Alors certes, l'entreprise est affaiblie, mais le calcul est clair. Il vient de la vendre 5 fois plus cher que sa valeur. Alors, il récupère sa société et garde en prime une plus-value. Pinault reprend les commandes de l'entreprise. Un coup de maître de plus sur l'échiquier entrepreneurial. Et pas son dernier. Alors que le choc pétrolier fait trembler les marchés depuis 1973, Pinault, lui, avait senti le vent tourner bien avant. Il avait coupé quelques temps plus tôt tous ses contrats d'importation de bois, juste avant l'effondrement des prix. Alors que ses concurrents s'écroulent, lui rachète leurs entreprises à bas prix. C'est à ce moment qu'il découvre alors un nouveau terrain de jeu, les rachats. Et Pinault va devenir bon en rachat, très bon même. À partir de 78, il monte une équipe dédiée au rachat d'entreprises en difficulté. En 10 ans, il en rachète plus de 60. Menuiserie, lambris, toiture. Pinault construit un empire. Mais il le sait, un empire trop concentré, c'est fragile. Il en a vu d'autres s'effondrer. Des boîtes rachetées par lui-même, trop lentes, pas assez diversifiées. Il refuse de rejoindre le cimetière. Il veut prendre de l'avance et ne jamais devenir celui qui se fait racheter. Alors, même s'il domine l'industrie forestière, il change de cap. En 1988, il introduit Pinault SA en bourse et sort progressivement du bois. Dès lors, tout s'accélère. Il rachète Conforama en 91, une opportunité soufflée à Bernard Arnault qui s'en sépare pour se recentrer lui sur le luxe. C'est sa première croisée d'affaires avec Le Loup en Cachemire. En 92, Pinault rachète Le Printemps. Et en 94, ce sont La Redoute et la Fnac qui rejoignent son groupe. En quelques années, il devient un géant de la distribution. Pinault SA devient PPR, Pinault, Printemps, Redoute. Son chiffre d'affaires explose, mais les rumeurs aussi. Comment ce fils de paysan a-t-il bâti une telle fortune en une seule génération ? Certains murmurent qu'il y a forcément un loup. Lui reste droit. Je suis dur en affaires, je n'ai jamais été assez riche pour être tendre. Travailleur acharné, il prend les toutes premières vacances de sa vie à 34 ans. Pinault court partout. Même ses proches lui demandent « Pourquoi ne t'arrêtes-tu jamais ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que Pinault est de nature anxieuse et paranoïaque. Pour lui, la chute n'est jamais loin. Alors pour s'en prémunir, il doit rester en mouvement constamment. À ce stade, il a une autre intuition. Il se dit que la distribution plafonne, le secteur est à maturité, les marges s'érodent, alors il commence à investir autrement, à travers sa holding Artemis. Médias, sport, industrie, art, et bientôt un secteur inattendu, un monde aux antipodes du bois, des meubles ou des rayons promo. En mars 99, François Pinault frappe à nouveau un grand coup. Le même jour, il rachète 40% de Gucci et 100% de Sanofi Beauté, propriétaire d'Yves Saint Laurent. 2 acquisitions, 2 marques iconiques. Et une déclaration de guerre claire, Pinault entre dans le luxe par la grande porte. Mais ce territoire, il appartient à un seul homme, et vous le connaissez, Bernard Arnault. Le PDG de LVMH pensait y régner seul. Mais ce jour-là, tout change. Sous le choc, Bernard Arnault entre en réunion et lâche un cinglant, les amis, La Redoute qui entre dans le luxe. Car cette double opération ne passe pas du tout inaperçue. Arnault lui aussi convoitait Gucci depuis longtemps. Il détenait déjà 34% du capital et espérait en prendre le contrôle discrètement. Mais Gucci est bien décidé à rester loin des griffes de Bernard Arnault. C'est Domenico De Sole, le PDG de Gucci, et Tom Ford, le grand directeur artistique, qui décident de faire appel à Pinault comme chevalier blanc. Leur objectif, barrer la route à Bernard Arnault. En février 99, De Sole avait envoyé un accord de trêve à Arnault qui le lui a renvoyé vierge. Dans les 24 heures, De Sole a alors orchestré l'émission de 37 millions de nouvelles actions, diluant la participation de LVMH. Pinault rachète immédiatement ses nouvelles parts. Il injecte près de 3 milliards de dollars et réduit la participation de Bernard Arnault à 20%. La guerre est déclarée. Une guerre d'ego, d'influence, de prestige. Les médias la surnommeront la guerre du sac à main. 2 ans durant, les 2 hommes s'affrontent devant les tribunaux. Arnault attaque, Pinault contre-attaque. Les juges tranchent, Pinault restera aux commandes. En 2001, il rachète alors les parts restantes de Bernard Arnault et Gucci devient le joyau de son groupe. Mais la rivalité ne s'arrête pas là. Dans les années suivantes, chacun accélère ses acquisitions. Boucheron, Balenciaga, Bottega Veneta pour Pinault, Pucci, Fendi, Tag Heuer
pour Arnaud. Même stratégie dans l'immobilier. Il s'installe face à face sur les plus belles avenues de Paris. Gucci en face de Vuitton, Saint-Laurent pile en face de Dior. Dans l'art aussi, la bataille continue. Pinault rachète la maison d'enchères Christie's. Arnaud répond avec la maison d'enchères Philips. Bernard Arnault érige sa spectaculaire fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne. Alors, François Pinault installera aussi sa propre fondation d'art contemporain. Il acquiert le Palazzo Grassi à Venise en 2005, rénové par Tadao Ando, qui ouvre en 2006. Il ne s'arrêtera pas là dans la bataille culturelle et ouvrira aussi en 2009 la Punta della Dogana. En 2021, il étendra encore son empire culturel à Paris avec la Bourse de commerce. La rivalité se poursuit alors dans le vin. Pinault possède l'un des plus grands vignobles de Bordeaux, le prestigieux Château Latour, acquis en 1993. En face, Bernard Arnault détient des crus tout aussi mythiques, Yquem, Cheval Blanc, pour ne pas les citer. Les deux milliardaires veulent laisser une trace. Mais pour Pinault, ce virage vers le luxe est plus qu'un affrontement. C'est une manière de prouver qu'il peut s'imposer là où personne ne l'attend. Pinault vient de l'industrie forestière, de la redoute, mais il veut bâtir quelque chose de prestigieux, quelque chose qui lui survivra. Il ne cherche pas seulement à réussir, il veut surtout éviter de retomber. À ce stade de son ascension, la plus grande menace pour son patrimoine, ce serait une transmission mal préparée. Alors, son objectif maintenant, ce n'est plus juste d'entreprendre, c'est de transmettre. D'ailleurs, en parlant de transmission, la meilleure enveloppe pour transmettre son patrimoine en limitant le frottement fiscal, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et en prime, vous bénéficiez d'un boost de 1,6% net sur les fonds en euros pour les années 2025 et 2026. Ce boost est valable pour tous les investissements hors versement programmé jusqu'au 31 juillet 2025. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. François Pinault a 3 enfants. Mais très tôt, il a su lequel aurait le pouvoir. J'ai dû faire un choix difficile, reconnaît-il. Laurence, l'aînée, n'a jamais été envisagée du fait de son sexe. Je suis d'une génération où on était plus macho, confesse François Pinault. Quant à Dominique, le Benjamin, il est timide. Depuis l'adolescence, il ne montre ni aptitude, ni réel intérêt pour la gestion des affaires. Alors, le choix se porte sur le cadet, celui qui porte le même prénom que lui. Mais pour éviter la confusion, le jeune François décide d'ajouter un second prénom, Henri. Il deviendra donc François-Henri. Dès l'adolescence, son père pense à lui. Il l'immerge dans les rouages du groupe, le forme aux côtés de Serge Wimbert, grand banquier et président du conseil d'administration de Sanofi. Alors, le jour venu, dans leur restaurant fétiche, François Pinault tend à son fils un porte-clés fait de 3 anneaux. Chacun des anneaux symbolise l'ascension de la famille. Le premier, 1962, la création du groupe. Le second, 2003, l'année du passage de relais. Le troisième, lui, est vierge. Ce sera à toi d'y inscrire la date de ta propre succession. Le fils proteste. Tu es en pleine forme, tu adores travailler. Mais le père tranche. Si j'avais ton âge, je voudrais avoir le pouvoir, alors je te le donne. À ses 2 autres enfants, il dit les choses sans détour. Le pouvoir ne se partage pas. Il faut un chef, François-Henri, et dans le groupe, ce sera lui. Même si le pouvoir n'appartient qu'à un, d'un point de vue patrimonial, aucun enfant n'est en reste. Pinault a divisé sa holding en 3 parts égales qui confèrent à chacun un siège au conseil d'administration. Et concernant les dividendes, vous les toucherez quand je ne serai plus là, plaisante Pinault. Mais après la passation, c'est le vide. François Pinault, l'anxieux hyperactif, n'a soudainement plus d'obligations, plus d'appels, plus de réunions, plus de problèmes à résoudre. Pour encaisser le coup, François Pinault se tourne alors vers un autre horizon, l'art, sa fondation, et les autres passions qu'il n'avait jamais eu le temps d'explorer jusqu'ici. Pendant ce temps, François-Henri prend les commandes. Avec lui, l'entreprise change de visage. En 2005, il devient PDG. En 2013, il rebaptise le groupe qui sera désormais nommé Kering. Care qui veut dire foyer en breton, ing comme le mouvement, l'action. Et aussi un clin d'œil à caring qui veut dire prendre soin en anglais. François-Henri vend les fleurons historiques, le Printemps, la Redoute, la Fnac,
Le groupe entre désormais dans une nouvelle ère, totalement centrée sur le luxe. Mais François-Henri veille à ne jamais écarter son père. Chaque cadre recruté passe toujours par le bureau de François Pinault, qui donne son avis. Alors que le fils est occupé à construire le futur, une question brûle sur toutes les lèvres. Fera-t-il aussi bien que le père ? Sous la direction de François-Henri Pinault, Kering s'impose comme un leader mondial du luxe. À son actif, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, mais surtout Gucci. La marque florentine devient la locomotive du groupe. En 2020, Gucci générait 7,44 milliards d'euros, puis 9,73 milliards en 2021. En 2022, la marque atteint son pic avec plus de 10 milliards d'euros, soit plus de 50% du chiffre d'affaires de Kering. Encore mieux, elle réalise plus de 2/3 des profits opérationnels. L'action suit cette dynamique. Entre 2016 et 2021, elle est multipliée par 5. Elle finira par atteindre un sommet à 798 € et surperforme largement le CAC 40. Tout semble parfait. Harry Styles devient l'ambassadeur privilégié d'Alessandro Michele dès 2015, portant du Gucci à chacune de ses apparitions. En 2018, Kai Dexo devient le premier ambassadeur global coréen de Gucci. Jared Leto, lui, multiplie les apparitions aux Oscars 2016 et au Met Gala en look total Gucci. IU devient ambassadeur Gucci en Corée en 2020, puis ambassadrice globale en 2022. Mais Gucci ralentit. Les ventes commencent à s'essouffler. La marque commence à perdre de son éclat. Dans un marché aussi exigeant que le luxe, ça ne pardonne pas. Depuis 2021, l'action Kering s'effondre et a perdu près de 75% de sa valeur. En juin 2025, elle tombe sous les 180 €. Tous les gains accumulés sur 5 ans ont été effacés. Pourquoi ? Parce que Gucci pèse trop lourd. Et quand Gucci tousse, c'est tout Kering qui est létalité. Yves Saint Laurent, autre pilier du groupe, voit ses ventes chuter de 9% en 2024. Balenciaga, elle, reste engluée dans des polémiques. Puis, contrairement à LVMH, Kering est moins diversifié et donc plus vulnérable. Le groupe tente de réagir, il mise sur Valentino, Creed, le repositionnement de Gucci, de nouveaux dirigeants sont en place, la stratégie change, mais le constat est là. L'action se négocie autour de 19 fois les bénéfices. Alors, simple passage à vide ou signe que le modèle s'essouffle. Tandis que François Pinault profite de sa retraite, François-Henri Pinault, lui, passe par un baptême du feu. Va-t-il réussir à redresser la barre ou devra-t-il réinventer une nouvelle fois l'histoire de Kering ? Le 16 juin 2025, François-Henri Pinault a nommé Luca De Meo, ancien PDG de Renault, comme nouveau directeur général de Kering. Cette nomination, qui prendra effet le 15 septembre, marque une rupture. C'est le premier dirigeant externe à prendre les commandes du groupe. Spécialiste des redressements de marque, De Meo a notamment donné une seconde vie à la Fiat 500 et à la Renault 5. Est-ce que cette arrivée va marquer la renaissance du fleuron du luxe français Kering ? Affaire à suivre. John D. Rockefeller. Cet homme est tout simplement le plus grand capitaliste de tous les temps. Sa conviction profonde, gagner de l'argent est une mission divine et John Rockefeller en est l'une. Sa fortune était tellement immense que personne n'est d'accord sur son estimation exacte. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à son paroxysme, elle a atteint plus de 435 milliards de dollars actuels. Comparé à lui, Jeff Bezos, Bernard Arnault et Elon Musk sont des petits joueurs. Rockefeller, c'était tout simplement 1,5% de la richesse produite aux États-Unis chaque année. Alors comment cet enfant pauvre, issu d'une famille brisée, a-t-il construit la plus grande fortune de l'histoire ? Laissez-moi vous conter la légende de John D. Rockefeller.